Je m'appelle Harvey et j'ai 31 ans. En tant que développeur de logiciels, j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour m'offrir la maison de mes rêves au bord d'un lac dans le New Hampshire. Après mon divorce, cet endroit est devenu mon sanctuaire, ma fierté et ma joie. Le mois dernier, j'ai conduit 6 heures pour y passer mes vacances, pour découvrir que ma sœur Nathalie et son mari Derek étaient installés sans permission. Quand j'ai essayé d'utiliser ma clé, j'ai découvert qu'ils avaient enclenché le pen dormant à travers la fenêtre. Nathalie a ri. Dors dans ta voiture, Harvey. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu de la famille qui a profité de votre générosité. Ayant grandi dans une banlieue de classe moyenne près de Boston, ma relation avec Nathalie a été compliquée dès le début. Étant de 4 ans ma cadette, elle a toujours été la petite dernière de la famille, celle qui s'en tirait avec tout tandis que je devais être le responsable. Nos parents travaillaient dur, papa comme agent d'assurance et maman comme administratrice scolaire, pour nous offrir une vie confortable. Mais ils avaient des normes différentes pour nous. Je me souviens quand j'avais 12 ans et Nathalie 8. J'ai été puni pendant une semaine après avoir accidentellement cassé une fenêtre en jouant à la balle dans le jardin. 2 ans plus tard, quand Nathalie a fait exactement la même chose, elle s'en est sortie avec un simple « fais plus attention la prochaine fois ». Ce schéma a continué tout au long de notre enfance. Je devais gagner mon argent de poche en tondant les pelouses et en sortant les poubelles, tandis que Nathalie recevait le sien juste pour exister. Ne vous méprenez pas, nos parents nous aimaient tous les deux, mais la disparité dans les attentes était claire. Au lycée, les différences dans nos personnalités sont devenues encore plus apparentes. Alors que je rejoignais des clubs, maintenais d'excellentes notes et travaillais les week-ends à l'épicerie locale pour économiser pour l'université, Nathalie se concentrait sur sa vie sociale et s'attendait à ce que nos parents résolvent tous les problèmes qui se présentaient. Quand elle a accidenté sa première voiture, un cadeau pour son 16e anniversaire, que je n'ai jamais reçu, nos parents l'ont remplacé sans trop d'histoire. Quand j'ai eu besoin d'une voiture pour l'université, j'ai acheté une Honda d'occasion avec mes propres économies. L'université a été un tournant pour moi. J'ai fréquenté l'université du Massachusetts avec une bourse partielle, travaillant 2 emplois à temps partiel pour couvrir le reste. Je vivais dans le dortoir le moins cher disponible, mangeais des ramen plus de fois que je ne veux m'en souvenir, et sacrifiais ma vie sociale pour me concentrer sur mon diplôme en informatique. Pendant ce temps, Nathalie fréquentait une université privée dont les frais de scolarité étaient entièrement couverts par nos parents. Elle a changé de spécialité 3 fois et a mis 6 ans pour obtenir un diplôme en communication qu'elle n'a jamais utilisé. Après l'université, j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique à Boston. Les heures étaient brutales, souvent 60 à 70 par semaine, mais l'expérience était inestimable. Je vivais frugalement dans un minuscule studio avec 3 colocataires, mettant chaque dollar de côté dans mes économies. Mon objectif a toujours été clair, l'indépendance financière, et finalement mon propre logement au bord de l'eau. Pendant cette période, j'ai rencontré Elisabeth. Elle était intelligente, ambitieuse et travaillait comme directrice marketing dans une entreprise du centre-ville. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier lors d'une modeste cérémonie. Notre relation a été bonne pendant un certain temps. Nous étions tous les deux axés sur notre carrière et nous soutenions mutuellement nos objectifs. Mais des fissures ont commencé à apparaître lors de notre 5e année ensemble. Elisabeth s'épanouissait dans la vie citadine, les restaurants, les théâtres, les événements de réseautage. Je rêvais de week-ends tranquilles au bord d'un lac, de pêche à l'aube et d'observation des étoiles la nuit. Elle voulait gravir les échelons de l'entreprise à Boston. Je voulais éventuellement travailler à distance depuis un endroit paisible. Aucun de nous n'avait tort, mais nous voulions des vies fondamentalement différentes. Notre divorce a été à l'amiable, mais douloureux. Nous avons partagé nos biens équitablement, sans enfants à considérer. L'expérience m'a laissé émotionnellement épuisé, mais plus déterminé que jamais à poursuivre mon rêve. La maison au bord du lac est devenue mon objectif post-divorce, la lumière au bout du tunnel. Pendant 3 ans après le divorce, j'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai obtenu un poste de développeur senior dans une plus grande entreprise technologique, j'ai pris des projets en freelance les week-ends et j'ai investi judicieusement. Chaque décision était calculée en vue de mon objectif. Quand des amis m'invitaient à des voyages coûteux ou à des soirées, je refusais généralement. Quand l'ascenseur de mon immeuble tombait en panne pour la 5e fois en un mois, je me rappelais que c'était temporaire. Finalement, à 30 ans,
j'avais assez économisé pour un acompte sur une maison au bord du lac dans le New Hampshire. 475 000 $ pour 3 chambres, 2 salles de bain et 200 pieds de rivage privé. Le moment où j'ai signé ces papiers a été le plus fier de ma vie. Personne ne m'avait rien donné. J'avais gagné chaque centimètre carré par le sacrifice et la détermination. Pendant ces années d'épargne et de travail, ma relation avec Nathalie est devenue de plus en plus distante. Elle a épousé Derek peu après l'université, un type en qui je n'ai jamais eu confiance. Derek parlait beaucoup de ses entreprises, mais semblait passer d'une combine pour devenir riche rapidement à une autre. Ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens, postant des photos de vacances coûteuses tout en envoyant simultanément des SMS à nos parents pour des prêts temporaires. Je recevais des SMS occasionnels de Nathalie, généralement quand elle avait besoin de quelque chose. Les messages les plus récents avaient laissé entendre des problèmes financiers. Ils avaient été expulsés de leur appartement à Boston, disait-elle, à cause d'un malentendu avec leur propriétaire. J'ai exprimé ma sympathie mais j'ai gardé mes distances, ayant appris par des expériences passées que s'impliquer dans leur chaos financier ne faisait qu'encourager un comportement plus irresponsable. Quand j'ai décidé de prendre 2 semaines de congé pour des vacances bien méritées dans ma maison au bord du lac, je n'ai pas parlé de mes plans à beaucoup de gens. Je l'ai mentionné brièvement à nos parents qui étaient en voyage en Europe, un voyage planifié de longue date pour célébrer leur 40e anniversaire. Rétrospectivement, j'ai réalisé que Nathalie devait avoir entendu parler de mes plans par eux. Tout ce que je voulais, c'était la paix et la tranquillité, 2 semaines de pêche, de lecture sur la terrasse et de décompression après des mois de projets de codage intensif. Je n'avais aucune idée que ces plans étaient sur le point d'entrer en collision avec la pire trahison familiale que j'ai jamais vécue. Le trajet jusqu'à la maison du lac était censé être le début de ma relaxation. 6 heures de route avec mes podcasts préférés, le stress de la ville s'estompant progressivement à chaque kilomètre. Je me suis arrêté à mon épicerie habituelle à environ 30 minutes du lac, faisant des provisions pour 2 semaines. Des steaks pour le barbecue, de la bière locale, des légumes frais et assez de café pour alimenter mes plans de pêche matinaux. En tournant sur le chemin privé menant à ma propriété, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des traces de pneus dans le gravier qui ne correspondaient pas à ma voiture. Je n'avais pas eu de visiteur depuis que mon ami Tom était venu pour un week-end de pêche il y a 2 mois. Pourtant, je n'y ai pas trop pensé. Peut-être que la société de gestion immobilière que j'ai engagée pour des vérifications occasionnelles était passée. Puis je les ai vus, 3 voitures garées dans mon allée. Une Jeep rouge que j'ai reconnue comme étant celle de Derek, une berline bleue que je ne reconnaissais pas, et un VUS blanc avec des plaques du Massachusetts. Mon estomac s'est noué alors que je me garais derrière elle, bloquant la Jeep. Quelque chose n'allait pas du tout. À travers les grandes fenêtres de devant, je pouvais voir des lumières allumées à l'intérieur et du mouvement, plusieurs personnes. Ce n'était pas un cambriolage. Quiconque était là s'était installé confortablement. J'ai attrapé mon sac de sport et mes courses et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Un mélange de confusion et de colère grandissant à chaque pas. En approchant, je pouvais entendre de la musique et des rires. Utilisant ma clé, j'ai essayé de déverrouiller la porte, mais la clé ne tournait pas. C'est là que j'ai réalisé que le pen dormant était enclenché, une serrure que j'utilisais rarement car elle nécessitait une clé différente que je gardais dans un tiroir à l'intérieur. J'ai frappé fermement. Le volume de la musique a baissé et j'ai entendu des voix chuchoter. Finalement, des pas se sont approchés et le rideau de la fenêtre de la porte s'est écarté. Le visage de Nathalie est apparu, passant de l'alarme à la reconnaissance, puis, de manière très troublante, à l'amusement. « Harvey, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé à travers la porte fermée, comme si j'étais le visiteur inattendu. « Ce que je fais ici ? C'est ma maison, Nathalie. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je répondu, luttant pour garder ma voix calme. Elle a ouvert la porte de quelques centimètres, la chaîne de sécurité toujours en place. « Maman et papa ont mentionné que tu n'utilisais pas la maison pendant un moment, alors on a pensé qu'on pourrait y rester un peu. Notre situation d'appartement a capoté. » Ils n'ont rien dit de tel, ai-je répondu, sentant ma patience s'évaporer. Je leur ai spécifiquement dit que je prenais des vacances pour venir ici. Je suis ici pour 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Derek est apparu derrière Nathalie. Une bière à la main, ma bière artisanale, ai-je remarqué, provenant du réfrigérateur que j'avais approvisionné lors de ma dernière visite. « Salut mec », dit-il avec un sourire narquois. Léger malentendu. Mais on est bien installé maintenant. On te garde la maison, en quelque sorte. Garder la maison.
Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je n'ai jamais demandé de gardien. Ce sont mes vacances. Vous devez faire vos valises et partir. Le visage de Nathalie s'édurcit. Tu as toujours été si égoïste, Harvey. Tu as cette immense maison pour toi tout seul, et tu ne peux même pas laisser ta sœur y rester quand elle a besoin d'aide. Tu te souviens quand maman et papa disaient que tu devais partager tes jouets? Nous ne sommes plus des enfants, et ce n'est pas un jouet. C'est ma maison pour laquelle j'ai travaillé des années à me payer, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. En regardant par-dessus eux, je pouvais voir deux autres personnes affalées sur mon canapé en cuir, un homme et une femme que je ne reconnaissais pas. Mon matériel de pêche avait été déplacé de son emplacement de rangement soigné et empilé en désordre dans un coin. Des bouteilles de bière vides jonchaient la table basse que j'avais commandée sur mesure à un menuisier local. Écoutez, dis-je, essayant une approche différente. J'ai planifié ces vacances depuis des mois. J'ai besoin de cette pause. Vous pouvez rester dans mon appartement en ville si vous avez besoin d'un endroit. Derek a ri. Ton appart en ville? Cette petite boîte? Non merci, mec. On est bien ici. Il a pris une longue gorgée de ma bière. D'ailleurs, on a dit à des amis qu'ils pouvaient venir ce week-end. On ne peut pas annuler maintenant. J'ai essayé de pousser la porte pour l'ouvrir. Ce n'est pas une discussion. C'est ma propriété, et je vous dis de partir. Derek a repoussé, son gabarit de 1m88 dominant facilement ma tentative. Ne rends pas les choses moches, frérot. On est de la famille, non? La famille ne se fait pas ça, ai-je rétorqué. À ce moment-là, leurs amis s'étaient approchés, curieux de la confrontation. L'un d'eux, un grand type avec un tatouage sur le bras, semblait mal à l'aise avec la situation. La femme, cependant, semblait amusée par tout ça. Harvey, dit Nathalie avec une patience exagérée, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Tu as toujours dit qu'on pouvait utiliser la maison du lac n'importe quand. Tu te souviens, à l'anniversaire de maman et papa. Je l'ai regardé, incrédule. Ce que j'avais réellement dit, c'est qu'ils pourraient me rejoindre au lac un jour, pas prendre possession de ma maison sans permission. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et tu le sais très bien, ai-je répondu. Maintenant, ouvre cette porte. J'ai conduit toute la journée. J'ai des courses qui fondent dans ma voiture et je veux entrer dans ma propre maison. Nathalie a échangé un regard avec Derek, une communication tacite passant entre eux. Puis elle a haussé les épaules et a fermé complètement la porte. Désolé, Harvey, a-t-elle crié à travers la porte. On a des projets ce week-end. Peut-être que tu devrais appeler la prochaine fois avant de conduire jusqu'ici. Je suis resté là, sous le choc, les sacs de courses devenant lourds dans mes bras. Nathalie, ouvre cette porte tout de suite. Ai-je crié, martelant la porte avec ma main libre. À travers la fenêtre, je pouvais la voir s'éloigner, rejoignant ses amis dans le salon. Derek est resté un instant, me lançant un regard suffisant avant de fermer les rideaux. Le volume de la musique a de nouveau augmenté. J'ai posé mes sacs et j'ai essayé d'appeler le téléphone de Nathalie. Je pouvais l'entendre sonner à l'intérieur, mais elle a refusé l'appel. J'ai essayé 3 fois de plus avec le même résultat. Je lui ai envoyé un texto, c'est ridicule. Ouvre la porte maintenant. Après 10 minutes à frapper, appeler et envoyer des textos sans réponse, j'ai fait le tour de la maison, regardant par les fenêtres. Ce que j'ai vu a fait bouillir mon sang. Ils avaient complètement pris possession des lieux, des vêtements éparpillés dans ma chambre, du maquillage sur le comptoir de ma salle de bain, des bagages inconnus empilés dans la chambre d'amis. Dans la cuisine, ils avaient poussé mes articles de garde-manger organisés pour faire de la place à de la malbouffe et plus d'alcool. Alors que le crépuscule approchait, je suis retourné à la porte d'entrée pour une dernière tentative. Cette fois, Nathalie est venue à la fenêtre, l'a ouverte d'une fente et a dit en riant, « Dors dans ta voiture, Harvey. » Puis elle a refermé le rideau, son rire rejoint par d'autres à l'intérieur. Je suis resté là, humilié et enragé, alors que la réalité de ma situation s'imposait. Ma propre sœur m'avait enfermé hors de ma maison. La maison pour laquelle j'avais sacrifié des années de ma vie et dans laquelle elle faisait la fête avec ses amis, à mes frais. La nuit passée dans ma voiture a été l'une des expériences les plus inconfortables de ma vie, tant physiquement qu'émotionnellement. Ma berline n'était pas conçue pour dormir. Le siège ne s'inclinait que jusqu'à un certain point, et du haut de mon 1m80, je devais plier mes jambes maladroitement pour m'y loger.
La température est tombée dans les 4 degrés Celsius, typique d'une nuit de printemps dans le New Hampshire. J'avais une veste légère, mais pas de couverture, et la décision de faire tourner le chauffage signifiait me réveiller toutes les 30 minutes pour redémarrer le moteur, craignant de vider la batterie. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé au tumulte émotionnel. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage moqueur de Nathalie à la fenêtre. « Dors dans ta voiture, Harvey. » La cruauté désinvolte de ma propre sœur, quelqu'un avec qui j'avais grandi, partagé des souvenirs d'enfance, me laissait abasourdi. Malgré nos chemins de vie différents, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me traiter de cette façon. Tout au long de la nuit, la fête a continué à l'intérieur de ma maison. La basse de leur musique vibrait à travers les fenêtres et j'entendais occasionnellement des rires forts ou des cris. 2 fois, des gens sont sortis pour fumer sur ma terrasse. Leur conversation se propageait dans l'air calme de la nuit. Ils discutaient de leurs plans pour le week-end, utiliser mon bateau, faire un barbecue avec d'autres amis qui arrivaient, tout cela dans ma maison, avec mes biens, sans ma permission. J'ai essayé d'appeler Nathalie plusieurs fois de plus. Chaque appel allait directement à la messagerie vocale après la première sonnerie. J'ai laissé des messages de plus en plus fermes. Nathalie, c'est totalement inacceptable. Laisse-moi entrer maintenant. Puis, vous êtes des intrus dans ma maison. C'est illégal. Et enfin, si vous n'ouvrez pas cette porte d'ici le matin, j'appelle la police. J'ai aussi essayé nos parents. Mais avec le décalage horaire en Europe, c'était le milieu de la nuit pour eux. J'ai laissé un bref message leur demandant d'appeler dès que possible, ne voulant pas gâcher leur voyage d'anniversaire, mais désespéré d'une intervention. Le sommeil est venu par bribes brèves et inconfortables. À l'aube, j'étais raide, froid, affamé et plus résolu que jamais à récupérer ma propriété. J'ai regardé le lever du soleil sur le lac, la scène paisible contrastant fortement avec mon trouble intérieur, et j'ai attendu de voir du mouvement à l'intérieur de la maison. Vers 8 heures du matin, je me suis de nouveau approché de la porte d'entrée et j'ai frappé fermement. Derek a répondu, l'air débraillé et avec la gueule de bois, mais pas moins suffisant que la veille. « Salut, frérot, dit-il, n'ouvrant la porte que d'une fente. T'as vraiment dormi dans ta voiture ? C'est de la détermination. Ça a assez duré, dis-je, ma voix rauque à cause de la nuit froide. Laissez-moi entrer dans ma maison maintenant, ou j'appelle les autorités. Quelque chose de dangereux a brillé dans les yeux de Derek. Il a ouvert la porte plus largement et est sorti à moitié, utilisant sa carrure plus imposante pour m'intimider. Écoute attentivement, dit-il à voix basse. Si tu appelles les flics, on leur dira que tu nous as donné la permission de rester ici. C'est ta parole contre la nôtre, et on est 4 contre 1. C'est ma propriété, ai-je insisté. J'ai l'acte de propriété, les relevés d'hypothèque. Et on a des textos, interrompit Derek. Où tu as dit à Nathalie que la famille est toujours la bienvenue ici. D'ailleurs, comment tu crois que ça va paraître, toi essayant de mettre ta propre sœur à la rue? Tu veux être ce type-là? Celui qui appelle les flics pour sa famille. Il me manipulait, et je le savais. Mais ces mots ont quand même touché un point sensible. La police prendrait-elle même cela au sérieux? Le considérerait-il comme un différend familial plutôt qu'une violation de propriété? Laisse-moi au moins entrer pour prendre quelques-unes de mes affaires, ai-je essayé. Peux pas faire ça, dit Derek avec un regret fin. On a changé le code de sécurité de ta super serrure intelligente, pour la sécurité. Tu comprends? Trop de clés qui traînent. Ma serrure intelligente, l'entrée secondaire par la porte latérale que j'avais installée pour plus de commodité, avait un code à clavier. La prise de conscience qu'ils m'avaient non seulement enfermé dehors, mais qu'ils avaient aussi pris le temps de pirater mon système de sécurité, m'a envoyé une nouvelle vague de violations. Alors que Derek se retirait à l'intérieur, j'ai fait le tour de la propriété, évaluant la situation. Ce que j'ai vu a approfondi mon sentiment de trahison. Mon bateau, une petite embarcation de pêche pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans, avait été déplacé de sa couverture protectrice. Des canettes de bière vides jonchaient le quai. La cuisine extérieure sur mesure montrait des signes d'un barbecue négligent, avec de la nourriture séchée collée sur le grill et des ustensiles coûteux laissés dehors dans la rosée du matin. En regardant par les fenêtres, j'ai pu voir d'autres preuves qu'ils étaient là depuis plus longtemps qu'une seule nuit. Le courrier s'était accumulé sur le comptoir, au moins une semaine de courrier. Mes bibliothèques soigneusement organisées avaient été dérangées. Les plantes que j'avais laissées florissantes pendaient maintenant de négligence.
Au fur et à mesure que la matinée avançait, j'ai observé un schéma inquiétant de manque de respect pour ma propriété. 2 autres amis sont arrivés, accueillis avec enthousiasme par Nathalie. Ils ont déchargé plus d'alcool et ce qui ressemblait à des fournitures de fête. À travers la fenêtre, j'ai regardé quelqu'un déplacer nonchalamment ma collection de photographies encadrées pour faire de la place à une enceinte portable, en faisant tomber une au sol où le verre s'est fissuré. En milieu de journée, ils avaient déplacé la fête à l'extérieur, sur la terrasse et le quai. Je me suis approché prudemment, espérant que Nathalie serait plus raisonnable sans Derek immédiatement présent. Elle se prélassait sur l'une de mes chaises de patio, faisant défiler son téléphone pendant que ses amis jouaient de la musique depuis une enceinte Bluetooth. « Nathalie, nous devons parler, dis-je, en gardant mes distances pour ne pas paraître conflictuel. » Elle a levé les yeux, plissant les yeux contre le soleil du dimanche. « Toujours là, Harvey ? Je pensais que tu serais retourné à ton appartement maintenant. »« C'est ma maison, dis-je simplement. La maison pour laquelle j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant des années. La maison pour laquelle je fais des paiements hypothécaires chaque mois. Comment peux-tu me faire ça ? » Pendant un bref instant, quelque chose comme de la honte a traversé son visage. Puis elle s'est de nouveau durcie. « Tu as toujours été le responsable, n'est-ce pas ? L'enfant parfait de maman et papa. Me faisant toujours sentir que je faisais tout de travers. Il ne s'agit pas de rivalité d'enfance, dis-je. Il s'agit de respect fondamental pour la propriété des autres. Propriété. Propriété. Propriété, a-t-elle imité. C'est tout ce qui t'importe, les choses. Pendant ce temps, ta propre sœur avait besoin d'un endroit où rester après avoir été expulsée et tu n'as même pas pris la peine de répondre à ses appels. C'était de l'histoire révisionniste. Elle avait envoyé un texto sur des problèmes financiers, mais n'avait jamais directement demandé à rester à la maison du lac. Et même si elle l'avait fait, cette embuscade et cette prise de contrôle hostile seraient toujours totalement inappropriées. Une des amies de Nathalie, une femme aux cheveux blonds courts qui avait écouté en silence, s'est levée maladroitement. « Peut-être que je devrais y aller, dit-elle, l'air mal à l'aise. Jordan et moi pouvons retourner en ville. »« N'importe quoi, » répondit sèchement Nathalie. Harvey était juste sur le point de repartir. Il a un appartement parfaitement bien à Boston. Je me suis adressé directement à l'ami. Je suis Harvey, le propriétaire de cette maison. Je n'ai invité personne à rester ici. Je suis enfermé hors de ma propre propriété. La femme, Jordan, avait apparemment la décence d'avoir l'air embarrassée. Je pensais que Nathalie avait dit que c'était une maison de vacances familiale que tout le monde partageait. Avant que je puisse répondre, Derek est sorti de la maison, portant une bouteille de scotch coûteuse que je gardais en réserve, un cadeau d'un client. « Et, j'ai trouvé le bon stock », annonça-t-il, soit ignorant délibérément la conversation tendue. J'ai regardé avec horreur alors qu'il versait nonchalamment de généreuses portions dans des gobelets en plastique. C'était une bouteille de scotch de 18 ans à $200, destinée à être sirotée et appréciée. Je me suis retiré dans ma voiture, réalisant que la confrontation directe ne fonctionnait pas. Je devais me regrouper et considérer mes options. En ville, j'ai trouvé un petit restaurant où je pouvais recharger mon téléphone, manger quelque chose et me vider la tête. J'ai de nouveau essayé nos parents, toujours pas de réponse. J'ai fait des recherches sur les lois sur les locataires, me demandant s'ils pouvaient revendiquer une sorte de droit de squatter, mais tout ce que j'ai trouvé confirmait qu'ils n'avaient aucun droit légal d'être là sans ma permission. En retournant à la maison en fin d'après-midi, j'ai constaté que la situation s'était encore dégradée. 2 autres voitures étaient arrivées. Un total de 7 personnes occupaient maintenant ma maison. La musique tonitruait de l'intérieur, et je pouvais sentir une odeur de marijuana s'échapper des fenêtres ouvertes. Sur le lac, quelqu'un utilisait mon bateau de manière imprudente, naviguant trop près du rivage. Par la fenêtre latérale, j'ai aperçu quelque chose qui m'a glacé le sang. Dans le bureau où je gardais mes biens les plus précieux, Derek manipulait les cannes à pêche artisanales de mon grand-père. Ce n'était pas n'importe quelle canne à pêche. C'étaient des héritages familiaux irremplaçables, fabriqués à la main par mon grand-père au fil de décennies de savoir-faire. Je les exposais soigneusement sur des supports muraux sur mesure, ne les utilisant même jamais par respect pour leur valeur sentimentale. Derek gesticulait avec l'une d'elles, faisant une sorte de blague à ses amis, la balançant nonchalamment comme si c'était un jouet. Alors que je regardais avec horreur, il a fait semblant de la lancer à l'intérieur de la maison, manquant de peu de heurter le ventilateur de plafond.
C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de propriété. Il s'agissait de respect, d'héritage familial, de la violation fondamentale de tout ce que j'estimais. À cet instant, je savais ce que je devais faire. Avec une détermination renouvelée, j'ai essayé d'appeler nos parents une dernière fois. Cette fois-ci, ma mère a répondu, l'air somnole à cause du décalage horaire. « Harvey, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. J'ai expliqué la situation aussi calmement que possible, bien que ma voix tremblait de colère refoulée. Nathalie et Derek ont pris possession de la maison du lac. Ils m'ont enfermé dehors, ont changé mes codes de sécurité, et ils utilisent et endommagent mes affaires. J'ai passé la nuit dernière à dormir dans ma voiture. Il y eut une longue pause. Ça ne ressemble pas à quelque chose que ta sœur ferait, dit finalement ma mère, le doute clair dans son ton. Maman, je suis devant ma propre maison en ce moment, regardant des étrangers utiliser ma propriété pendant que Nathalie et Derek font la fête à l'intérieur. Ils m'ont dit de dormir dans ma voiture. C'est en train de se produire. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan poser des questions. Après une conversation étouffée, ma mère est revenue. On va essayer d'appeler Nathalie pour régler ça. Il doit y avoir un malentendu. Peut-être qu'elle pensait que tu n'arrivais que plus tard. Il n'y a pas de malentendu, ai-je insisté. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont ici depuis au moins une semaine d'après le courrier qui s'est accumulé. Laisse-nous lui parler, dit ma mère d'un ton conciliant. Je suis sûr qu'on peut résoudre ça sans drame. En attendant, pourrais-tu peut-être séjourner dans un hôtel ? On te remboursera, bien sûr. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Donc, votre solution est que je paie pour un hôtel pendant que des intrus occupent la maison que je possède et pour laquelle j'ai travaillé des années à me payer. Ce ne sont pas des intrus, Harvey. C'est de la famille, répondit ma mère, une note de reproche dans sa voix. Cette attitude hostile n'aide pas, la conversation s'est poursuivie sur ce ton, mes parents étant réticents à accepter la gravité de la situation ou à prendre fermement mon parti contre Nathalie. Ils ont promis de l'appeler, mais leur conseil d'adieu était essentiellement de régler ça entre adultes et de se souvenir qu'elle est ta sœur. Après avoir raccroché, je me sentais plus seul que jamais. Le schéma établi dans l'enfance se poursuivait. Nathalie ne pouvait faire aucun mal, et on s'attendait à ce que je sois le plus grand, que je sacrifie mon confort et mes droits pour l'harmonie familiale. J'ai décidé d'essayer une dernière approche avant d'escalader davantage. Quand j'ai repéré Jordan, l'ami mal à l'aise, se dirigeant seul vers sa voiture, je l'ai approché. « Excusez-moi, dis-je, en gardant mes distances pour ne pas paraître menaçant. Jordan, c'est ça ? Pourrais-je vous parler une minute ? » Elle a jeté un regard nerveux vers la maison. « Je ne veux pas m'impliquer dans un drame familial. »« Je comprends, dis-je. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce que Nathalie vous a dit que c'était sa maison ? A-t-elle expliqué qu'elle a enfermé le vrai propriétaire dehors ? » Jordan se tortilla inconfortablement. Elle a dit que c'était une maison de lac familiale que tout le monde utilise, que tu étais égoïste de ne pas la partager. Elle hésita. Mais la façon dont Derek traite tes affaires, ça ne semblait pas correct. C'est pourquoi je pars plus tôt. Seriez-vous prête à dire ça à la police si je dois les appeler, ai-je demandé. Ses yeux se sont écarquillés. La police ? Non, je ne peux pas m'impliquer comme ça. Je suis désolé pour votre situation, mais, elle s'est dépêchée de rejoindre sa voiture sans finir sa phrase. Ensuite, j'ai essayé d'appeler un serrurier, expliquant que j'étais enfermé hors de ma propre maison. Le premier semblait disposé à aider jusqu'à ce que j'explique toute la situation, que d'autres personnes étaient à l'intérieur et ne voulaient pas me laisser entrer. Désolé, monsieur. Ça ressemble à un conflit domestique, a dit le serrurier. Je ne peux pas m'impliquer sans preuve de propriété et confirmation que vous avez le droit de faire sortir ces personnes. J'ai une preuve de propriété, ai-je répondu, l'acte de vente, les relevés hypothécaires, une carte d'identité avec cette adresse. Mais ces gens à l'intérieur, c'est de la famille, vous avez dit. Ils pourraient prétendre être des locataires ou avoir la permission d'être là. Vous devez gérer ça par les voies légales appropriées. Deux autres serruriers m'ont donné des réponses similaires. Sans une urgence claire, comme un enfant enfermé à l'intérieur, ils n'étaient pas disposés à aider dans ce qui semblait être une situation complexe. De plus en plus frustré, je suis retourné en ville. Ayant besoin d'espace pour réfléchir et d'un repas décent après ma nuit dans la voiture, dans un café local,
j'ai fait des recherches sur mes options en ligne. Tout pointait vers l'implication des forces de l'ordre, mais la menace de Derek persistait dans mon esprit. C'est ta parole contre la nôtre. La police prendrait-elle même cela au sérieux? Quand je suis retourné à la maison en début de soirée, la situation s'était encore détériorée. L'allée contenait maintenant 5 véhicules. La musique battait si fort que je pouvais l'entendre de la route. Des gens que je n'avais jamais vus auparavant se promenaient entre la maison et le bord du lac. Je me suis garé au bord de la propriété et me suis approché, essayant d'évaluer ce qui se passait. À travers les fenêtres, je pouvais voir au moins 10 personnes à l'intérieur. Ma table de salle à manger avait été réquisitionnée pour un beer pong. Quelqu'un mélangeait des boissons sur mon îlot de cuisine, renversant du liquide nonchalamment sur les comptoirs en granit que j'avais si soigneusement choisis. Sur la terrasse, un groupe fumait, faisant tomber les cendres sur les planches de bois que j'avais refaites à la main l'été dernier. Près du quai, quelqu'un avait traîné mes coûteux meubles de patio jusqu'au bord de l'eau, où ils n'étaient jamais censés être placés. En me déplaçant sur le côté de la maison pour une meilleure vue du bureau, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a glacé le sang. Derek et 2 hommes que je ne reconnaissais pas examinaient la boîte à pêche antique de mon grand-père, un coffret en bois sculpté à la main contenant des leurres et du matériel de pêche datant des années 1940. Ils se passaient le contenu, se moquant de l'équipement démodé, manipulant des leurres antiques irremplaçables comme s'il s'agissait de jouets. Alors que je regardais avec horreur, l'un d'eux a laissé tomber une délicate mouche nouée à la main sur le sol et a marché dessus nonchalamment. Derek a ouvert un compartiment de la boîte, trop fort, fissurant le bois vieilli le long d'une couture. Mon cœur battant la chamade, je suis retourné à l'avant de la maison et j'ai martelé la porte. Comme personne ne répondait, je me suis déplacé vers les fenêtres, frappant sur la vitre pour attirer l'attention de quelqu'un. Finalement, un inconnu a ouvert la porte, la musique explosant derrière lui. « Ouais » a-t-il demandé, clairement ivre. « Je dois parler à Nathalie ou Derek » dis-je fermement. « Je suis le propriétaire de cette maison. »« Propriétaire » Le type avait l'air confus. « Attends. » Il a disparu à l'intérieur, laissant la porte entr'ouverte. Quelques minutes plus tard, Derek est apparu, se balançant légèrement, un verre à la main. « Harvey, tu as décidé de te joindre à la fête, finalement ?» Ses mots étaient empâtés, ses yeux flous. « Vous êtes en train d'endommager le matériel de pêche de mon grand-père, dis-je, luttant pour garder ma voix calme. Cette boîte à pêche est un héritage familial. » Derek a haussé les épaules. « On s'amuse juste un peu avec les vieilleries. Pas de mal de fait. Ce ne sont pas des vieilleries. C'est irremplaçable. Et vous êtes en train de le détruire. Vous devez partir. Vous tous, maintenant. Sinon quoi? » Derek s'est approché, utilisant sa taille pour me dominer. « Tu vas nous y forcer ?» Je suis resté sur mes positions. Si nécessaire, j'impliquerai les autorités. Les flics? Derek a ri. Pourquoi? Un désaccord familial sur du vieux matériel de pêche? Par-dessus l'épaule de Derek, je pouvais voir à l'intérieur de la maison. Sur la table basse, quelque chose a attiré mon attention, de petits sacs en plastique, de la poudre blanche et ce qui ressemblait à du matériel de consommation de drogue. Ma maison au bord du lac était devenue non seulement le site d'une fête non autorisée, mais potentiellement un endroit où des activités illégales se déroulaient. Derek a suivi mon regard et s'est rapidement déplacé pour bloquer ma vue. « Tu devrais y aller maintenant, Harvey. Ce n'est pas ton genre de scène de toute façon. Tu as toujours été un mec droit, n'est-ce pas ?» Alors qu'il se déplaçait pour fermer la porte, j'ai aperçu Nathalie en arrière-plan. Nos regards se sont croisés brièvement, et je m'attendais à voir un certain remords, une certaine reconnaissance de l'absurdité de cette situation. Au lieu de cela, elle a levé son verre dans un toast moqueur avant de se détourner. La porte s'est fermée sur mon visage, la serrure cliquant avec finalité. Je suis resté là un moment, tremblant d'un mélange de rage et de désespoir. Puis, je suis retourné à ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une décision qui allait modifier de façon permanente ma relation avec ma sœur. J'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de la répartitrice était calme et professionnelle. Je dois signaler des intrus sur ma propriété, dis-je, essayant de garder ma propre voix stable. Ma sœur et son mari sont entrés par effraction dans ma maison au bord du lac, ont changé les serrures et refusent de me laisser entrer. Ils endommagent ma propriété, et je crois qu'il pourrait y avoir des drogues illégales à l'intérieur.
Êtes-vous actuellement sur la propriété, monsieur? Oui, je suis dans ma voiture dans l'allée. J'ai passé la nuit dernière à dormir ici parce qu'ils ne veulent pas me laisser entrer dans ma propre maison. Et vous êtes certain que c'est votre propriété? Vous avez une preuve de propriété? Absolument. J'ai l'acte de vente, les relevés hypothécaires et mon permis de conduire avec cette adresse. C'est ma résidence principale que j'ai achetée il y a 3 ans. La répartitrice a noté toutes les informations pertinentes, mon nom, l'adresse, le nombre de personnes à l'intérieur et si des armes étaient impliquées. Aucune que je sache. Elle m'a assuré que des agents seraient dépêchés sur les lieux. Veuillez rester dans votre véhicule jusqu'à l'arrivée des agents, a-t-elle instruit. N'approchez pas de la maison et ne confrontez personne à l'intérieur. J'ai accepté, les remercié et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assis dans ma voiture, regardant la maison. Un étrange mélange d'émotions m'a envahi. Le soulagement qu'une action soit enfin entreprise. L'anxiété de la confrontation à venir. Et une profonde tristesse que ma relation avec ma sœur se soit détériorée à ce point. 20 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille se sont arrêtées derrière moi, les gyrophares clignotant mais les sirènes éteintes. 4 agents en sont sortis, 2 hommes et 2 femmes. Je suis sorti de ma voiture pour les rencontrer, les mains visibles pour éviter tout malentendu. L'agent principal, l'officier Paul Jackson, s'est approché et s'est présenté. Monsieur Wilson, je comprends que vous signalez des intrus à votre résidence. Oui, c'est exact, ai-je confirmé, puis j'ai expliqué la situation en détail. Comment j'étais arrivé pour des vacances prévues et que j'avais trouvé ma sœur et son mari installés sans permission, ayant changé les serrures et refusé de me laisser entrer. Je leur ai montré mon permis de conduire avec l'adresse de la propriété, j'ai sorti des copies électroniques de mes relevés hypothécaires et de mon acte de vente sur mon téléphone, et j'avais même des photos de moi à la maison sur mon téléphone datant de visites précédentes. L'officier Jackson a écouté attentivement, puis a demandé, « Et vous avez mentionné une possible consommation de drogue ?» Oui, j'ai vu ce qui semblait être de la drogue et du matériel sur ma table basse lorsque la porte a été brièvement ouverte. Une agente, qui s'est présentée comme l'officier Samantha Reynolds, a demandé, « Avez-vous eu des accords préalables avec votre sœur concernant l'utilisation de la propriété ?» Un arrangement qui aurait pu lui donner l'impression qu'elle avait la permission d'être ici? Absolument pas, dis-je fermement. Je l'ai occasionnellement invité à me rejoindre ici pour des week-ends, mais toujours avec moi présent. Je ne lui ai jamais donné de clé ni la permission de rester ici sans moi. Surtout pas de prendre possession de la maison et de m'enfermer dehors. Les officiers se sont concertés brièvement. Puis l'officier Jackson s'est tourné vers moi. D'accord, monsieur Wilson. Sur la base de votre documentation et de votre déclaration, nous allons approcher la résidence et parler avec les occupants. Veuillez attendre ici près de votre véhicule. J'ai regardé les 4 officiers s'approcher de ma porte d'entrée. L'officier Jackson a frappé fermement, annonçant « Police ». Ouvrez la porte, s'il vous plaît. La musique à l'intérieur s'est soudainement arrêtée. À travers les fenêtres, j'ai pu voir des gens bouger rapidement, certains disparaissant de la vue. Après ce qui a semblé une éternité, mais qui était probablement moins d'1 minute, Derek a ouvert partiellement la porte. Même de loin, je pouvais l'entendre essayer d'embobiner les officiers. « Bonsoir, officier. Y a-t-il un problème ? » « Monsieur, nous répondons à un signalement du propriétaire indiquant que des individus non autorisés occupent cette résidence, » a déclaré l'officier Jackson. « Êtes-vous le propriétaire de cette propriété ? » « Non, mais nous sommes de la famille du propriétaire, » a répondu Derek avec assurance. « C'est le frère de ma femme qui la possède, mais il a dit que nous pouvions y rester quand nous voulions. C'est un endroit familial. »« Votre femme est-elle présente ?» a demandé l'officier Reynolds. Derek a hésité, puis a appelé par-dessus son épaule. « Nathalie, la police veut te parler. » Quelques instants plus tard, Nathalie est apparue à la porte, l'air considérablement plus sobre qu'auparavant. Elle a souri aux officiers. L'image de l'innocence. « Bonjour, officier. Quel semble être le problème ? » L'officier Jackson est allé droit au but. « Madame, votre frère Harvey Wilson s'est identifié comme l'unique propriétaire de cette propriété. Il déclare que vous êtes ici sans sa permission et que vous lui avez refusé l'accès à sa propre maison. Est-ce exact ? » Le sourire de Nathalie a légèrement vacillé. Il y a eu un malentendu. Harvey a toujours dit que la famille pouvait utiliser la maison du lac. On ne fait que profiter de son offre.
vous a-t-il spécifiquement donné la permission d'être ici maintenant, sans sa présence, et de lui refuser l'entrée à son arrivée? A insisté l'officier Reynolds. Eh bien, pas exactement, mais... Madame, a interrompu l'officier Jackson. Monsieur Wilson a fourni une preuve de propriété et déclare qu'il ne vous a jamais donné la permission d'occuper la propriété sans lui, encore moins de l'enfermer dehors. Sur la base de ces informations, vous et toutes les personnes à l'intérieur devez quitter les lieux immédiatement. Derek s'est avancé agressivement. C'est ridicule. Nous sommes de la famille. Vous ne pouvez pas expulser la famille sur la parole d'une seule personne. Il est juste égoïste parce que nous nous amusons sans lui. Monsieur, veuillez reculer, a averti l'un des autres officiers. La propriété n'est pas déterminée par les liens familiaux. Si Monsieur Wilson est le propriétaire légal et ne vous a pas donné la permission d'être ici, vous êtes en violation de propriété. Nathalie a essayé une approche différente, sa voix prenant un ton blessé. Officier, mon frère et moi avions un accord verbal. Il est juste en colère parce que nous avions quelques amis. Si vous pouviez juste nous laisser lui parler. Vous avez eu amplement le temps de lui parler, a souligné l'officier Reynolds. Selon sa déclaration, il est arrivé hier et vous lui avez refusé l'entrée, le forçant à dormir dans sa voiture. Pendant que cette conversation se déroulait, j'ai remarqué que les deux autres officiers s'étaient déplacés vers des positions d'où ils pouvaient voir davantage l'intérieur de la maison. L'un d'eux a fait un geste à l'officier Jackson, qui a alors demandé « Madame, monsieur, nous devons entrer dans la résidence. Avons-nous votre permission ou devons-nous procéder différemment ?»« Vous ne pouvez pas entrer comme ça », a protesté Derek. « Il vous faut un mandat ou quelque chose. »« En fait, monsieur, nous avons la permission du propriétaire », a répondu calmement l'officier Jackson. « Et sur la base de ce que mon collègue a observé par la fenêtre, nous avons une cause raisonnable. » Je ne pouvais pas voir exactement ce que l'officier avait repéré, mais le visage de Derek a changé instantanément. Il a essayé de fermer la porte, mais l'officier Jackson l'a bloqué avec son pied. « Sortez, monsieur. Maintenant. » Ce qui a suivi a été une avalanche d'activités. Les officiers sont entrés dans la maison, ordonnant à tout le monde à l'intérieur de se déplacer dans le jardin de devant. Un par un, les amis de Nathalie et Derek sont sortis, affichant des airs variés d'embarras, de défi ou d'ivresse. J'ai compté 11 personnes au total, bien plus que ce que j'avais initialement estimé. De ma position près de ma voiture, je pouvais entendre les officiers à l'intérieur, leur voix portant à travers la porte ouverte alors qu'ils menaient ce qui semblait être une perquisition. « Il y a du matériel de consommation de drogue en vue sur la table basse », a crié l'un d'eux, et ce qui ressemble à des résidus de cocaïne. Un autre officier est sorti brièvement, parlant dans sa radio, demandant apparemment des unités supplémentaires. En quelques minutes, 2 autres voitures de patrouille sont arrivées. La tension dans le jardin de devant était palpable. Nathalie se tenait les bras croisés, alternant entre me foudroyer du regard et chuchoter frénétiquement à Derek. La plupart de leurs amis gardaient leur distance, ne voulant clairement aucune part à cette situation qui s'envenimait. L'officier Reynolds est sorti de la maison, s'approchant de Derek avec une expression sérieuse. « Monsieur, nous avons trouvé des substances illégales à l'intérieur de la résidence. À qui cela appartient-il » Derek a immédiatement pointé du doigt l'un de ses amis. « Ça doit être à Taylor. On ne prend pas de drogue. » L'ami, Taylor apparemment, a semblé choqué. « Quoi ? Pas du tout, mec. C'est toi qui as apporté ça. » La situation s'est rapidement détériorée à partir de là. Derek a commencé à crier sur Taylor, puis sur les officiers lorsqu'ils ont essayé de les séparer. Lorsque l'officier Jackson a posé une main sur l'épaule de Derek pour l'éloigner de la confrontation, Derek l'a poussé, une erreur critique. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un officier de police », a annoncé l'officier Jackson, maîtrisant rapidement Derek avec des menottes alors qu'il continuait de se débattre et de crier. L'expression sur le visage de Derek alors que les menottes se refermaient était celle d'une incrédulité totale. Ce n'était clairement pas comme ça qu'il avait prévu que la soirée se termine. La confiance arrogante qui avait caractérisé son traitement envers moi a disparu, remplacée par la panique. Nathalie a regardé avec horreur son mari être conduit vers une voiture de patrouille. « Derek » a-t-elle crié, se déplaçant vers lui avant d'être arrêtée par un officier. « Madame, veuillez rester où vous êtes » a instruit fermement l'officier. Se tournant vers moi, le visage de Nathalie s'est tordu de colère. « C'est de ta faute.
Tu as appelé les flics pour ta propre famille. Comment as-tu pu nous faire ça? Avant que je puisse répondre, l'officier Reynolds s'est approché de Nathalie. Madame, nous devons vous poser quelques questions sur les substances trouvées à l'intérieur. Ce qui a suivi a été une conversation tendue, Nathalie prétendant d'abord une ignorance totale de toute drogue. Cependant, lorsqu'elle a été informée que plusieurs témoins avaient déjà fait des déclarations l'impliquant, elle et Derek, son histoire a commencé à changer. C'était juste une petite fête, a-t-elle insisté, sa voix prenant un ton suppliant. Les choses ont dérapé, mais on ne faisait de mal à personne. Vous étiez en violation de propriété dans la maison de quelqu'un d'autre et vous refusiez au propriétaire légitime l'accès à sa propriété, a souligné l'officier Reynolds. De plus, il y a des preuves de substances contrôlées et ce qui semble être des dommages importants à l'intérieur. Comme par hasard, un autre officier est sorti de la maison tenant la boîte à pêche endommagée de mon grand-père. Monsieur, m'a-t-il appelé. Pourriez-vous identifier cet objet? La vue de l'héritage familial brisé m'a traversé d'une vague de chagrin. C'est la boîte à pêche faite à la main de mon grand-père, ai-je confirmé. Elle est irremplaçable. L'officier a hoché la tête, la cataloguant comme preuve de dommages matériels. Les instants suivants se sont déroulés dans un flou. Nathalie a également été menottée, accusée de violation de propriété et de possession. 2 de leurs amis, dont Taylor, ont également été arrêtés pour des accusations de drogue. Les autres ont été identifiés, ont reçu des avertissements pour violation de propriété et ont reçu l'ordre de quitter la propriété immédiatement. Alors que Nathalie était conduite vers une voiture de patrouille séparée, elle m'a regardé une dernière fois. La colère dans ses yeux avait cédé la place à autre chose. La peur, peut-être, ou la prise de conscience naissante des conséquences. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu de la nuit passée dans ma voiture, du rire moqueur, de la destruction désinvolte de mes biens et de mes héritages familiaux. Monsieur Wilson, s'est approché l'officier Jackson. Nous aurons besoin de prendre votre déposition concernant les dommages matériels et la violation de propriété. Mais d'abord, ramenons-vous dans votre maison. Ces mots, votre maison, m'ont provoqué une boule inattendue dans la gorge. Après l'épreuve des dernières 24 heures, la perspective de récupérer mon espace était à la fois soulageante et accablante. Alors que les voitures de patrouille contenant Nathalie et Derek s'éloignaient, je suis resté dans mon allée à les regarder, un mélange complexe d'émotions m'envahissant. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé le début de mes vacances, et certainement pas comment je m'attendais à ce que ma relation avec ma sœur évolue. Mais alors qu'un chapitre se fermait, un autre était sur le point de commencer. Le processus difficile de récupération et de restauration de ma propriété et de mon sentiment de sécurité. Le moment où je suis rentré dans ma maison a semblé surréaliste. Moins de 36 heures plus tôt, j'étais arrivé en espérant des vacances paisibles, pour me retrouver enfermé hors de ma propre propriété. Maintenant, j'étais de retour à l'intérieur, mais l'espace ne ressemblait plus au sanctuaire que j'avais créé. La destruction était pire que ce que j'avais imaginé. Des taches de bière marquaient mes planchers de bois franc. Des brûlures de cigarettes parsemaient la table basse sur mesure. La cuisine était une zone sinistrée. De la vaisselle sale empilée partout. De la nourriture laissée à pourrir sur les comptoirs. Et ce qui ressemblait à du vin éclaboussé sur le dosseret que j'avais minutieusement installé moi-même. L'officier Reynolds a fait le tour avec moi, documentant les dégâts pour son rapport. Vous devriez prendre des photos de tout, a-t-elle conseillé. Pour les assurances et au cas où vous décideriez de poursuivre pour des dommages civils. J'ai hoché la tête, engourdi, sortant mon téléphone pour commencer le sinistre catalogue. Dans le salon, mon système de divertissement avait été manipulé, des fils pendant au hasard là où quelqu'un avait apparemment essayé de déconnecter des composants. Le tapis, une pièce tissée à la main pour laquelle j'avais fait une folie pour unifier la pièce, était taché de ce qui sentait la bière renversée et qui sait quoi d'autre. Les chambres étaient également violées. Ma chambre principale avait été complètement envahie par Nathalie et Derek, leurs vêtements éparpillés partout, des taches de maquillage sur ma literie sur mesure, et ce qui semblait être des cendres de cigarettes sur la table de chevet. Les chambres d'amis étaient dans des états de désarroi similaires, avec des bagages et des effets personnels inconnus éparpillés partout. Dans la salle de bain, mes serviettes avaient été utilisées et laissées en tas humides sur le sol. Des articles de toilette coûteux que je gardais pour les invités avaient été utilisés ou laissés ouverts à sécher. Quelqu'un avait apparemment essayé de jeter quelque chose d'inapproprié dans les toilettes car elles étaient bouchées et avaient débordé à un moment donné, des dégâts d'eau visibles sur les carreaux du sol.
Mais la découverte la plus douloureuse se trouvait dans le bureau, mon sanctuaire personnel. Les dommages au matériel de pêche de mon grand-père étaient encore pires que ceux que j'avais aperçus par la fenêtre. La boîte à pêche avait une fissure traversant son couvercle artisanal. Plusieurs des délicates mouches nouées à la main étaient écrasées ou manquantes. 2 des cannes à pêche avaient été cassées, irrémédiablement endommagées. C'était celle de mon grand-père, ai-je expliqué à l'officier Reynolds, la voix tendue. Il les a fabriquées lui-même au cours d'une vie de pêche. Elles ne peuvent pas être remplacées. Elle a hoché la tête avec sympathie, prenant des notes détaillées et des photos. Nous nous assurons que tout cela soit documenté pour les accusations. L'inventaire des dommages et des objets manquants a pris des heures. Parmi les objets que je n'ai pas pu localiser, une montre de valeur que mon père m'avait offerte pour mon 30e anniversaire, plusieurs bouteilles de spiritueux haut de gamme, une petite collection de leurres de pêche en argent qu'un client reconnaissant m'avait offerte, et environ $200 en espèces que je gardais dans un tiroir pour les urgences. Quand nous avons terminé, il était plus de minuit. Les officiers avaient été minutieux et professionnels tout au long du processus. Vous devrez venir au poste demain pour compléter votre déposition, m'a informé l'officier Jackson. En attendant, vous devriez peut-être envisager de changer vos serrures. Je les ai remerciés pour leur aide, une phrase qui semblait inadéquate étant donné comment ils m'avaient aidé à récupérer ma maison, et je les ai raccompagnés. Puis, je suis resté seul dans mon salon, entouré par les débris de ce qui aurait dû être ma retraite de vacances. Trop épuisé pour commencer à nettoyer, j'ai trouvé la chambre d'amis la moins endommagée, j'ai enlevé la literie et les remplacé par des draps propres du placard. J'ai pris une longue douche chaude, frottant la crasse et le stress de dormir dans ma voiture, puis je me suis effondré dans le lit. Malgré mon épuisement, le sommeil n'est pas venu facilement. Chaque craquement et bruit de la maison me réveillait en sursaut, le sentiment de violation encore frais et à vif. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier dès la première heure, indifférent de ceux que j'avais contactés auparavant. Il est arrivé rapidement, compatissant à ma situation après avoir entendu une version condensée des événements. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, a-t-il dit en travaillant à remplacer les serrures. Les conflits familiaux sur la propriété peuvent devenir laids. Il a remplacé à la fois les serrures standards et le système de serrure intelligente, s'assurant que j'étais le seul à y avoir accès. Le sentiment de sécurité qui est revenu avec chaque nouvelle installation de serrure était palpable. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Ils avaient essayé de me joindre plusieurs fois pendant l'intervention de la police, mais mon téléphone était en silencieux. La conversation a été difficile. Au début, ils ont exprimé leur choc et leur incrédulité face à ce qui s'était passé. Nathalie, arrêtez, a répété ma mère, la voix tremblante. Il doit y avoir une erreur. J'ai de nouveau expliqué la situation, détaillant la destruction de la propriété et les drogues trouvées dans la maison. Mon père, habituellement le plus posé des deux, a semblé saisir la gravité plus rapidement. Je suis désolé, mon fils, a-t-il dit, sa voix lourde de déception envers Nathalie, pas envers moi, ai-je réalisé avec un certain soulagement. Nous n'avions aucune idée que les choses étaient devenues si graves avec eux. Nous savions qu'ils avaient des problèmes financiers, mais ça. Ma mère était plus partagée. N'aurais-tu pas pu gérer ça différemment? Nous appeler d'abord au lieu de la police. C'est ta sœur, Harvey. Maman, dis-je fermement. J'ai essayé de vous appeler. J'ai essayé de raisonner avec eux. Ils m'ont enfermé hors de ma propre maison, m'ont forcé à dormir dans ma voiture et ont détruit des héritages familiaux irremplaçables. Que aurais-tu voulu que je fasse? Le silence à l'autre bout en disait long. Finalement, mon père a dit, nous allons écourter notre voyage. Nous devrions être à la maison d'ici demain soir. Nous affronterons cela en famille. Après la fin de l'appel, j'ai ressenti un mélange d'émotions, le soulagement qu'il semblait comprendre la gravité, la frustration que ma mère me blâmait encore en partie, et la tristesse que le voyage d'anniversaire de nos parents soit maintenant ruiné aussi. Le reste de la journée a été consacré au nettoyage, à la documentation et à la tentative de rétablir l'ordre dans ma maison. J'ai rempli 3 grands sacs poubelles de bouteilles vides, de contenants de nourriture et de débris. J'ai frotté les sols, les comptoirs et les salles de bain jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Certaines tâches ne partiraient pas sans l'aide d'un professionnel, et certains articles étaient endommagés au-delà de toute réparation. Mais l'activité physique de nettoyage a aidé à canaliser ma colère et ma détresse en quelque chose de productif. L'après-midi, je me suis rendu au poste de police pour compléter ma déposition. Le processus était simple mais émotionnellement éprouvant,
m'obligeant à raconter toute l'expérience en détail. J'ai appris que Nathalie et Derek étaient tous deux toujours en détention, faisant face à de multiples accusations, violation de propriété, dommages matériels, possession de substances contrôlées et, dans le cas de Derek, agression sur un officier. Leurs amis avaient été traités et libérés avec des dates de comparution fixées pour les accusations de drogue. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé à l'officier en charge de mon cas. Ils auront une audience pour la caution, probablement demain, a-t-il expliqué. Compte tenu des accusations et des dommages matériels, je m'attends à ce que le juge fixe une caution. Le fait qu'ils puissent la payer dépend de leur situation financière. J'ai hoché la tête, me demandant si mes parents les libéreraient sous caution et ce que je pensais de cette possibilité. Vous devriez aussi savoir, a poursuivi l'officier, que nous avons trouvé des preuves suggérant qu'ils pourraient avoir été impliqués dans d'autres activités au-delà de ce que nous avons initialement observé. Quel genre d'activité, ai-je demandé, une nouvelle vague d'effroi m'envahissant. Il y avait plusieurs jeux de pièces d'identité dans leur possession, pas seulement les leurs, et de la correspondance suggérant qu'ils auraient pu utiliser votre adresse pour recevoir du courrier frauduleusement. Notre service de lutte contre la fraude enquête sur la question. Cette nouvelle information m'a frappé comme un coup physique. La violation était plus profonde que je ne l'avais réalisé. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma maison pour une fête. Ils auraient pu utiliser mon identité et mon adresse à des fins que j'ignorais. De retour à la maison du lac, j'ai trouvé un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Martin, mon voisin le plus proche, à environ un quart de mille le long du lac. Harvey, c'est Martin. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. J'ai vu toute l'activité policière hier soir. Appelle-moi quand tu pourras. J'ai rappelé. Reconnaissant de l'inquiétude d'une voix amicale. Martin était un enseignant à la retraite de 72 ans qui vivait sur le lac depuis des décennies. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous avions partagé des conseils de pêche et une bière occasionnelle les soirs d'été. Ces gens étaient là depuis au moins 10 jours, m'a dit Martin après que je lui ai expliqué la situation. Je pensais que c'était tes invités au début. Puis je les ai vus utiliser ton bateau de manière imprudente, manquant de peu de heurter un nageur le week-end dernier. J'ai essayé de t'appeler mais je n'ai pas réussi à te joindre. C'était une nouvelle information. Ma sœur et son mari avaient apparemment vécu dans ma maison, utilisant mes biens, pendant plus d'une semaine avant mon arrivée. Le niveau de préméditation était stupéfiant. Si tu as besoin d'une déclaration de témoin pour la police ou l'assurance, je suis heureux de la fournir, a offert Martin. J'ai des caméras de sécurité qui couvrent une partie du lac. Elles les ont peut-être filmées sur le bateau. Je les remerciai abondamment, prenant ses coordonnées pour les transmettre à la police. Son appel m'a rappelé que je devais également contacter ma compagnie d'assurance pour voir quels dommages pourraient être couverts. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil sur le lac, essayant de retrouver un peu de la paix que cet endroit m'apportait habituellement, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. Nous avons parlé à Nathalie, a-t-il dit, sa voix fatiguée et tendue. Elle n'assume pas la responsabilité de ses actes. Elle prétend toujours que tu as surréagi, que tout cela n'était qu'un malentendu. Je n'étais pas surpris. Nathalie avait passé sa vie à éviter les conséquences de ses actes. Pourquoi commencer à assumer ses responsabilités maintenant? L'audience pour la caution est demain, a poursuivi mon père. Ta mère et moi en avons discuté, et nous avons décidé de ne pas payer leur caution. Ils doivent comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait. Cette décision m'a surpris. Tout au long de notre enfance, nos parents avaient toujours protégé Nathalie des conséquences de ses actions. C'était la première fois qu'ils la laissaient affronter les résultats de ses choix directement. Merci, ai-je dit simplement, l'émotion rendant difficile d'en dire plus. Nous serons à la maison demain soir, a-t-il répondu. Nous affronterons cela ensemble. À la fin de l'appel, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la justification, la tristesse et un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, il semblait que mes parents voyaient Nathalie clairement, sans les lunettes roses qu'ils avaient portées tout au long de notre enfance. J'ai passé les jours suivants dans un état d'entre-deux, traitant avec les experts en assurance, nettoyant ce que je pouvais, remplaçant ce qui nécessitait un remplacement immédiat et essayant de sauver ce qui restait de mes vacances prévues. La paix et la détente que j'avais recherchées semblaient désormais impossibles, mais j'étais déterminé à ne pas laisser Nathalie et Derek me voler plus de temps dans ma maison au bord du lac. Le processus judiciaire a suivi son cours.
Nathalie et Derek sont restés en détention pendant 3 jours avant d'être libérés sous caution, payés non pas par nos parents mais par le cousin de Derek. Apparemment, il leur a été ordonné de rester à l'écart de ma propriété et de n'avoir aucun contact avec moi en attendant le procès. Mes parents sont arrivés comme promis, séjournant dans un hôtel voisin plutôt qu'avec moi, un choix attentionné que j'ai apprécié, ayant besoin d'espace pour tout digérer. Ils ont visité la maison du lac et ont vu les dégâts de leurs propres yeux. Ma mère a pleuré en voyant la destruction du matériel de pêche de mon grand-père. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire quelque chose comme ça, a dit doucement ma mère. Ou nous sommes-nous trompés avec elle? Je n'avais pas de réponse à cela. La question m'avait hanté pendant des années, en regardant les choix de Nathalie devenir de plus en plus autodestructeurs. 2 semaines plus tard, j'ai assisté à leur comparution au tribunal. Les preuves contre eux étaient accablantes, y compris les témoignages de leurs propres amis qui étaient présents. L'avocat de Derek a tenté de présenter la situation comme un malentendu familial qui a pris des proportions démesurées, mais le juge n'a pas marché. Les relations familiales ne priment pas sur les droits de propriété, a déclaré fermement le juge. Les actions des accusés constituent une violation de propriété criminelle, des dommages matériels et, dans le cas de M. Reynolds, une agression sur un agent de la paix. Ils ont tous deux plaidé coupables à des accusations réduites, acceptant des accords de plaidoyer qui incluaient une probation, des travaux d'intérêt général obligatoires et une restitution ordonnée par le tribunal pour les dommages matériels. L'enquête pour fraude était en cours, avec des accusations supplémentaires possibles, en fonction de ce que l'unité des crimes financiers découvrirait. Tout au long de la procédure, Nathalie ne m'a jamais regardé directement. Son visage est resté figé dans un masque de défi et de suffisance, ne montrant aucun remords pour ses actions. Derek alternait entre un silence maussade et des conciliabules chuchotés avec son avocat. Alors qu'ils étaient conduits hors de la salle d'audience, Nathalie a finalement jeté un regard dans ma direction. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Aucune reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée, seulement du ressentiment que ses actions l'aient finalement rattrapée. J'ai quitté le palais de justice me sentant vide plutôt que victorieux. Le système judiciaire avait fonctionné comme prévu, imposant des conséquences à leurs actions, mais il ne pouvait pas restaurer la confiance qui avait été brisée ni remplacer les objets irremplaçables qui avaient été endommagés. La route à venir serait difficile, reconstruire mon sanctuaire, gérer mes sentiments envers ma sœur, établir de nouvelles limites avec ma famille. Mais alors que je retournais à la maison du lac, ma maison, récupérée et sécurisée, j'ai senti les premiers pas hésitants vers la guérison commencer à prendre forme. 6 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'ai dormi dans ma voiture, enfermé hors de ma propre maison au bord du lac par ma sœur. La restauration physique de ma maison est presque terminée. De nouvelles serrures, des caméras de sécurité et un système d'alarme amélioré fournissent la sécurité tangible que je réalise maintenant que j'aurais dû installer dès le début. De la peinture fraîche recouvre les murs où des invités négligents ont laissé des éraflures et des taches. De nouveaux meubles remplacent les pièces qui ont été endommagées au-delà de toute réparation. Pour un visiteur occasionnel, la maison est plus belle que jamais, mais la restauration invisible, la réappropriation de cet espace comme mon sanctuaire, a été un processus plus progressif. Pendant les premières semaines après l'incident, je sursautais à chaque son inattendu. Je vérifiais 2 fois les serrures avant d'aller au lit. Je laissais les lumières extérieures allumées toute la nuit. Le sentiment de violation a persisté longtemps après que les preuves physiques aient été nettoyées. Sur la recommandation d'un ami, j'ai trouvé un thérapeute, Jeffrey, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires ont été inestimables pour traiter les émotions complexes que cette trahison a suscitées. La trahison familiale blesse plus profondément que tout autre, a-t-il expliqué lors de notre première séance. Les personnes sur qui nous comptons pour nous soutenir sont celles qui peuvent nous blesser le plus profondément quand elles ne le font pas. Une des suggestions de Jeffrey a été particulièrement utile, un rituel de purification pour me réapproprier mon espace. Cela peut sembler New Age pour un développeur de logiciels pratiques comme moi, mais parcourir chaque pièce avec de la sauge, définir des intentions pour l'espace et déclarer littéralement à voix haute ma propriété a eu un effet étonnamment puissant sur ma psyché. La maison du lac a recommencé à me sembler mienne, et non plus un espace qui avait été envahi et violé. Les suites judiciaires ont continué à se dérouler au fil des mois. Les paiements de restitution de Nathalie et Derek ont commencé à arriver, irrégulièrement au début, puis plus régulièrement après que le tribunal a menacé de prendre d'autres mesures. L'argent aide pour les dommages matériels, mais aucune somme ne peut remplacer le matériel de pêche artisanale de mon grand-père ou restaurer mon sentiment de confiance familiale. L'enquête pour fraude a révélé une autre facette de leur trahison.
Ils avaient en effet utilisé mon adresse pour recevoir des offres de cartes de crédit et ouvrir des comptes à des noms qui n'étaient pas les leurs. Le stratagème n'était pas sophistiqué, mais il était délibéré, et il durait depuis des mois avant qu'ils n'occupent ma maison au bord du lac. Des accusations supplémentaires ont été déposées, prolongeant leur probation et ajoutant des sanctions financières. Mon propre crédit a subi des dommages collatéraux, nécessitant des mois d'appel et de paperasse pour démêler le tout. Mes parents ont suivi leur propre cheminement de prise de conscience. Après une vie passée à encourager le comportement de Nathalie, ils ont dû faire face aux conséquences de ces schémas. Mon père l'a pris plus durement que ma mère, peut-être parce qu'il s'est reconnu dans le sentiment de droit de Nathalie. Je ne lui ai jamais dit non, a-t-il avoué lors d'une conversation difficile sur ma terrasse 3 mois après l'incident. Je pensais être aimant, mais je ne faisais que lui apprendre que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Ma mère a lutté plus longtemps avec ses tendances à l'encouragement, trouvant des excuses au comportement de Nathalie, même après avoir vu la destruction de ses propres yeux. Mais une conversation avec mon thérapeute, qui a proposé une séance familiale quand j'étais prêt, a semblé percer une partie de son déni. Votre fille a fait des choix, lui a dit Jeffrey doucement mais fermement. Des choix d'adulte avec des conséquences d'adulte. La protéger de ces conséquences maintenant ne l'aide pas à grandir. Quant à Nathalie elle-même, notre relation reste fracturée. 3 mois après sa comparution au tribunal, elle a envoyé une lettre. Pas un email ou un texto, mais une vraie lettre manuscrite sur du papier à lettres. Les mots étaient juste en surface. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à la maison du lac. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Mais le sous-entendu restait celui de la déviation. Si tu avais juste répondu à mes appels concernant mon besoin d'un endroit où rester, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant de trouver un remords sincère entre les lignes d'auto-justification. Jeffrey m'a aidé à rédiger une réponse qui maintenait mes limites tout en laissant la porte entrouverte pour une guérison future, si et quand Nathalie serait vraiment prête à assumer la responsabilité de ses actes. Je prends acte de tes excuses, ai-je écrit. Les dommages causés à ma propriété peuvent être réparés ou remplacés. Les dommages causés à notre relation mettront plus de temps à guérir. Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est réellement passé, pas seulement à la maison du lac, mais des schémas qui nous y ont conduits, je serai disposé à écouter. Je n'ai pas reçu de réponse. Je ne m'attends pas à en recevoir de sitôt. La guérison se fait à son propre rythme, et certaines personnes ne sont pas prêtes à faire le travail difficile qu'elle exige. Derek n'est plus dans le tableau. Selon mes parents, Nathalie a demandé le divorce 2 mois après la conclusion de l'affaire judiciaire. Ses problèmes juridiques continuent et son incapacité à conserver un emploi sont finalement devenus trop lourds, même pour elle, à justifier. Je ressens un mélange complexe d'émotions à propos de ce développement, le soulagement que son influence toxique soit retirée, la tristesse pour la douleur de Nathalie, et un espoir prudent que cela pourrait être le fond qu'elle devait toucher avant de reconstruire sa vie sur des bases plus saines. Quant à moi, la vie à la maison du lac est lentement revenue à la retraite paisible que j'ai toujours voulu qu'elle soit. J'ai fait plus d'efforts pour me connecter avec des voisins comme Martin, construisant une communauté de personnes qui veillent les unes sur les autres et sur leurs propriétés. J'ai installé un emplacement de bateau avec une couverture verrouillable pour mon nouveau bateau de pêche. Le règlement de l'assurance a couvert le remplacement de celui que Nathalie et Derek avaient endommagé au-delà de toute réparation. Plus important encore, j'ai reconstruit mon sens des limites concernant les obligations familiales. Travailler avec Jeffrey m'a aidé à comprendre que des limites saines ne sont pas égoïstes. Elles sont nécessaires pour des relations saines. Je ne me sens plus coupable de dire non lorsqu'on me demande des faveurs déraisonnables. J'ai appris à distinguer entre aider et encourager, entre générosité et se faire exploiter. Cette sagesse durement acquise m'a conduit à créer un petit groupe de soutien pour d'autres personnes confrontées à la trahison familiale. Nous nous réunissons tous les mois dans un café à Boston, partageant des histoires et des stratégies. Il a été guérissant de transformer mon expérience douloureuse en quelque chose qui aide les autres à naviguer dans des eaux similaires. Le week-end dernier, j'ai fait ma première sortie de pêche en solo depuis l'incident. Alors que j'étais assis dans mon bateau à l'aube, regardant la brume se lever du lac, j'ai ressenti un profond sentiment de paix s'installer en moi. La boîte à pêche et les cannes de mon grand-père ne pouvaient pas être remplacées. Mais j'avais monté les pièces cassées dans une boîte d'ombre sur le mur du bureau, un rappel non pas de la trahison, mais de son héritage de patience et de savoir-faire. À côté se trouve une nouvelle collection de matériel de pêche que je constitue progressivement. Des pièces choisies avec soin et intention. Les leçons de cette expérience sont gravées profondément dans ma conscience.
Maintenant, la vraie famille respecte les limites. La générosité doit être accueillie avec gratitude, pas avec suffisance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes. Et peut-être plus important encore, la famille que vous choisissez peut parfois être plus fiable que la famille dans laquelle vous êtes né. Alors que j'écris ceci depuis ma terrasse, regardant un autre coucher de soleil peindre le lac d'or et de cramoisi, je réalise que malgré tout, ou peut-être à cause de cela, j'ai trouvé une appréciation plus profonde pour cet endroit que j'ai lutté pour récupérer. Le sanctuaire n'est pas seulement dans l'espace physique, mais dans la paix que j'ai faite avec ma propre histoire. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser ce processus? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour entendre d'autres expériences de la vie réelle, et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de protéger ce qui lui appartient de droit. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent à la croissance la plus nécessaire.